L'actualité politique et sécuritaire en RDC traverse une phase de forte tension aux effets dépassant les frontières nationales. La Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, après consultation avec majorité et opposition, juge que la révision constitutionnelle envisagée n'est ni nécessaire, ni urgente, ni opportune. Cette position rejoint celle de l'Église du Christ au Congo, traduisant une réserve des principales autorités religieuses face au projet présidentiel. Par ailleurs, la répression violente du récent sit-in de l'opposition a relancé les inquiétudes sur les libertés publiques et le respect de l'espace démocratique en RDC. Sur le plan sécuritaire, les revers de la coalition gouvernementale dans la région de Minembwe interrogent l'efficacité des stratégies militaires de Kinshasa et de ses partenaires. La visite du président burundais Évariste Ndayishimiye à Kinshasa au lendemain de ces événements a pris une dimension diplomatique importante. Enfin, la déclaration de l'AFC M23 contestant le cadre actuel de la médiation régionale ajoute de l'incertitude à un processus de paix déjà fragile. Ces évolutions traduisent-elles un simple passage de crise ou une crise plus profonde de gouvernance, de légitimité et de stratégie politique? S'agit-il d'un tournant majeur pour la vie politique congolaise? Autant de points que nous essaierons d'analyser au cours de cette émission. Bienvenue. Avec moi dans les studios, Tite Gatawazi, analyste politique. Bonjour Tite. Bonjour Bertrand. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je vais très bien, merci. Tite, aujourd'hui, nous allons aborder divers sujets Ouais. qui comprennent, comme je le disais, d'abord l'opposition avérée des institutions religieuses quant à la réforme constitutionnelle en RDC. Puis après, on va parler des récentes manifestations qui ont touché en RDC et qui ont été violemment réprimées. D'accord. Ouais. Pour ensuite parler des revers militaires qu'a connu les forces coalisées de Kinshasa dans les hauts plateaux, qui se sont un peu accompagnés par la suite d'une visite du président burundais à Kinshasa, et pour aussi clôturer la récente déclaration de l'AFC M23, qui semblait pointer des lacunes quant à la médiation régionale. Si vous nous permettez. Il y a de la matière. Hein. En tout cas, aujourd'hui... Allons-y, ça va. Oui. Je suis en forme. Tite, la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, a jugé ni nécessaire, ni urgente, ni opportune la révision de la constitution congolaise. Comment peut-on interpréter cette déclaration? Cette déclaration de la CENCO vient exprimer la constance de la CENCO. La CENCO a toujours dit ce qu'elle a précisé après son conclave. C'est pas nécessaire, c'est pas opportun de réviser la Constitution. Le sénateur Bahati Lukwebo l'avait dit en des termes beaucoup plus clairs que la CENCO. Le Congo n'a pas de problème de texte. La République démocratique du Congo a un problème d'homme. Bahati Lukwebo, en disant que la République démocratique du Congo avait un problème d'homme, il revient très loin au constat qui a été fait par la Conférence nationale souveraine. Qu'au Zaïre de l'époque, il y avait une dépravation de mœurs politiques. Ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème d'homme. Dans le langage courant à Kinshasa, dans la classe politique, on parle régulièrement de l'inversion des valeurs. Ça n'est pas un problème de texte, c'est un problème d'homme qui devrait incarner les institutions et qui devrait se mettre au service des Congolais. Quand on parle corruption en République démocratique du Congo, ça n'est pas un problème d'application des textes. C'est un problème d'un système qui se met à la corruption. Quand on évoque le détournement des fonds publics qui est un sport national, on ne peut pas en vouloir au texte. Donc, la CENCO, elle est droite dans sa vision de la société. Et elle rappelle quand même, le président Tshisekedi lui-même était allé déclarer que personne ne pouvait l'empêcher
de réviser la Constitution. Ah bon? Ça veut dire que c'est un projet qui date de longtemps. Le président Tshisekedi lui-même a insulté cette Constitution. Une Constitution des étrangers, écrite à l'étranger par des étrangers. Ça dit ce que ça dit. Mais alors, a-t-il fallu 4 ans ou 5 ans pour qu'il constate ces lacunes dans la Constitution? Non. La seule chose qu'il y a dans la Constitution et qui dérange le président Tshisekedi et son entourage, c'est le verrouillage des 2 mandats. La Constitution dit c'est 2 mandats et le président cède le pouvoir à quelqu'un d'autre à l'issue des élections. Voilà. Mais alors, Tite, aux côtés de la SANCO, l'Église du Christ du Congo a aussi manifesté une position similaire à la SANCO. Mais peut-on dire qu'en RDC, aujourd'hui, observe-t-on une sorte de contre-pouvoir moral face au gouvernement? Je disais tantôt que c'est l'Église catholique et l'Église protestante qui portent à bout de bras la population congolaise. Les soins médicaux, on les trouve dans les infrastructures des églises. Les écoles, on les appelle des écoles conventionnées. Les écoles sont tenues par les 2 églises. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, je parlais de la dépravation des mœurs, de l'inversion des valeurs. La parole d'un homme politique ou une femme politique, même au sommet de l'État, ne peut pas avoir le même poids que la parole d'un prêtre, d'un évêque, du cardinal ou d'un pasteur. L'unique autorité qui soit crédible en République démocratique du Congo, c'est les églises. Mais alors, Tite, à côté des institutions religieuses et de la population congolaise qu'on a dit on va y arriver, qu'on a vu manifester contre cette réforme, mais si la plupart des institutions en RDC sont contre cette réforme, mais quelle marge de manœuvre le gouvernement de Tshisekedi reste-t-il avec? Que peut-il faire maintenant avec toute cette opposition? Les tenants du pouvoir de Tshisekedi, c'est vrai, sont vraiment à l'étroit. On voit bien qu'avec l'opposition qui se retrouve et qui se radicalise de plus en plus, vient comme ça s'ajouter la position partagée entre les catholiques et les protestants. On va compter aussi des personnalités, des intellectuels et la société civile. Qu'est-ce qui reste? L'UDPS est pas grand-chose. On a entendu le secrétaire général de l'UDPS, il n'a pas d'argument. Il a des invectives. Il insulte. C'est pas ça les arguments pour modifier la Constitution. Les églises protestantes ont auditionné le représentant de l'opposition et le représentant du pouvoir. Le pouvoir a quand même délégué le professeur André Mbata, professeur de droit constitutionnel. Il n'a pas pu convaincre. Donc, le pouvoir est isolé en interne sur cette question de la révision de la Constitution, dont l'unique mobile est de déverrouiller le nombre de mandats. Le pouvoir est en difficulté parce qu'il est vraiment, il est sali avec ses pratiques de corruption, de détournement et de tribalisme institutionnalisé. Tshisekedi découvre presque à la fin du 2e mandat qu'il n'a rien fait pour les Congolais. Donc il est incapable de se mettre debout et de dire voilà ce que nous avons réalisé pour la population congolaise. Je voyais
un défenseur du pouvoir dans une émission où le journaliste lui dit « Nous vivons tous les deux à Kinshasa ici. Pouvez-vous me citer un hôpital construit par le pouvoir actuel et une école, secondaire ou autre ?» Il dit « Non mais attendez, il faut que j'appelle les ministères pour qu'on me dise. » En tout cas, il doit avoir... Oui, vous vivez à Kinshasa. Il n'y en avait pas. Donc, on peut continuer comme ça. Tshisekedi n'a quasiment rien fait pour les Congolais. Et donc, ça fait que, à la fois les institutions religieuses, à la fois l'opposition et aussi la population disent à quoi bon courir après cette révision de la Constitution que la Senko qualifie très bien, ni nécessaire, ni urgente et ni opportune. On ne peut pas faire mieux que ça. Donc, je crains. Il y a un prisme psychologique qu'il faut craindre. La tentative de passage en force. Les positions sont déjà radicalisées, ça va se figer de plus en plus. Et donc, la tentative de passage en force avec une loi sur le référendum qui a été adoptée dans des conditions très critiquables, ce qu'il voudra se prévaloir de cette loi pour passer en force et il va trouver sur son chemin les Congolais vent debout contre cette réforme. Mais alors, Tite, si nous essayons un peu d'analyser la situation au sein même de l'UDPS, est-ce que cette réforme constitutionnelle fait-elle l'unanimité? Est-ce que tout le monde de l'UDPS sont-ils d'accord avec cette démarche? On va dire que il y a eu une dissidence au sein de l'UDPS qu'on a essayé d'étouffer. L'UDPS n'a plus des cadres qui réfléchissent comme ça au projet de société. Son secrétaire général, Augustin Kabouya, multiplie les sorties médiatiques, mais je disais que c'était vraiment pour des invectives et des insultes. Ça manque de réflexion, ça manque d'analyse. L'UDPS qui a des alliés, plutôt, au sein de l'union sacrée. C'est là qu'il faut regarder. UNC de Caméré, ils sont où dans cette bataille de révision ou de pas révision? Je parlais de Bahati Lukwebo, qui a ravalé son chapeau pour des intérêts bassement mercantiles. Jean-Pierre Bemba, il est porté disparu. Sama Lukonde, on dit qu'il est à la fois sourd et muet. Christophe Mbosso est fatigué, on ne l'entend plus, il n'est pas audible. Donc, même l'union sacrée, créée, disons, pour soutenir et accompagner la vision du chef de l'État, l'union sacrée est absente. Vous imaginez? Alors, vous avez qui se débattent pour faire entendre la nécessité, l'opportunité et l'urgence de la révision. On peut les compter. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. André Mbata, de moins en moins, parce qu'il a été désavoué et on lui rappelle chaque fois les propos qu'il tenait quand il combattait la révision de la Constitution sous Kabila. Donc, ça le met en porte-à-faux avec ses prises de position antérieures. Vous avez le ministre des Sports, Didier Bibundi, qui est occupé avec la Coupe du Monde. Vous n'avez pas grand monde. Vous avez quelques individus comme ça qui se font appeler communicateurs du chef de l'État, mais qui n'ont pas le niveau pour argumenter.
La Constitution nécessite quand même des connaissances assez particulières en droit constitutionnel. Ils n'ont pas ces connaissances-là. Donc, ça rame pour parler révision constitutionnelle. Et vous avez cette frange, je disais, de l'union sacrée qui est silencieuse et dont on devrait interpréter ce silence comme un désaveu. Alors après, vous savez, l'opposition qui est vent debout, les églises qui disent « stop, vous ne touchez pas à la Constitution ». Mais alors, Tite, très concrètement, à vous entendre, peut-on dire que cette démarche de réforme constitutionnelle est plus personnelle que tout autre? Ce n'est pas le parti, ce n'est pas les Congolais, ce n'est pas le pays qui veut, mais c'est une personne personnellement qui soutient cette initiative. Peut-on dire en général que c'est ça? C'est pour permettre à Tshisekedi de rester au pouvoir. Tshisekedi, en restant au pouvoir, le clan reste dans ses privilèges. C'est tout. C'est uniquement ça. Si on perd le pouvoir, on perd les privilèges. Donc il faut qu'il reste là pour qu'on conserve les privilèges. Donc on pourrait dire que ce n'est pas une question de question nationale, c'est juste... Non, franchement, c'est... Non. On l'a entendu 1 million de fois pour savoir que c'est pour servir le clan. Je ne vais pas répéter ici ce que des gens ont dit depuis. Jean-Marc Kabound, quand il fait défection de l'UDPS, sa première conférence de presse, il dit que aussitôt installé, une cellule autour de Tshisekedi préparait déjà comment déverrouiller la limitation des mandats. C'était une obsession pour eux. Et après, malheureusement pour eux, ils n'ont pas su garder le secret. Tshisekedi lui-même a fait des sorties qu'il est en train de regretter aujourd'hui quand il y pense. Alors, de ce fait, une question logique qui vient. Si une réforme constitutionnelle peut donner un 3e mandat à Tshisekedi, y a-t-il possibilité d'un 4e, 5e et 6e mandat? Non, c'est pour déverrouiller. C'est pour enlever la limitation des mandats. Le président de la République est élu pour 5 ans. Point. Renouvelable autant de fois que de besoins, dit-on. Voilà. Okay. Oui. Merci. Et pour un peu avancer, on disait, nous avons récemment vu des manifestations qui ont été violemment réprimées à Kinshasa et d'autres villes. Est-ce que peut-on aujourd'hui dire que la population congolaise, une partie de la population congolaise, vous allez nous expliquer, est maintenant vent debout et maintenant veut faire entendre sa voix? Parce que je pense que c'était cette récente manifestation, ça faisait un peu de temps où on entendait des combats avec des groupes rebelles, l'opposition, mais la population, peut-on dire qu'aujourd'hui, elle s'est levée pour faire entendre sa voix? Mais comment interpréter ces récentes manifestations? En tout cas, le baromètre, il est à Kinshasa. Le 3 juin, si je ne m'abuse, l'opposition décrète journée ville morte. Cette journée est suivie. Ils pensaient s'adresser aux Kinois. La population de Kinshasa, restez chez vous. L'écho est allé beaucoup plus loin. Des villes comme Lubumbashi, Kolwezi ont suivi le mot d'ordre. Ça montre que la population, elle est alerte et elle suit de très près. Après la réussite du sit-in, de la ville morte, ils disent qu'ils vont faire un sit-in au Parlement et déposer un mémorandum. Le pouvoir commet une faute grave. Et ça va coller au basket de Tshisekedi. Le pouvoir mêle les éléments de la police et les éléments de la milice, force du progrès de l'UDPS. Et malheureusement pour eux, on voit des images. Ils sont en train de caillasser le siège
du parti de Fayoulou, avec des gros cailloux. Police et milice ensemble. On voit des images qui sont choquantes de l'opposant Didi Sesang, qui s'est fait tirer une balle dans la jambe. On voit des jeunes sur qui on a tiré à bout portant. Et que vient dire la ministre en charge de la sécurité? Que non, méfiez-vous, l'opposition a immolé des moutons et des chèvres pour venir humecter les chemises et faire dire qu'ils ont été agressés. Ça, c'est la ministre, membre du gouvernement. Le lendemain, Augustin Kabouya, croyant mieux faire, expliquer les événements qui se sont passés, des responsabilités, le pouvoir, ou alors essayer de noyer le poisson, lui parle des jeux de tomates. On est venu avec des paniers de tomates joués dans la rue pour... Oui, ça ne fait pas sérieux et ça décrédibilise encore plus la communication du pouvoir. Ça a été une tâche sur la démarche du pouvoir, de réprimer comme ça dans le sang. Le ministre de la Justice a essayé de rattraper maladroitement la situation en faisant l'inverse de ce qu'il devrait faire. Tout ministre de la Justice qu'il soit, c'est lui qui demande à l'opposition de lui donner les éléments, les gens qui ont été assassinés, et ceux qui sont emprisonnés, les lieux de détention, et ceux qui sont morts, ceux qui sont blessés. Ça, c'est le travail de l'État, on va dire. Les services de l'État doivent faire ça. La police, la gendarmerie, les médecins, les ambulances, ça, c'est le travail de l'État. Mais le ministre inverse les choses. Il demande à l'opposition de lui fournir les informations dont l'État doit avoir la maîtrise. Voilà. L'opposition n'a pas attendu. Le lendemain, ils ont sorti un rapport détaillé. Ceux qui sont morts, là où ils ont été abattus, les blessés, les noms, et même ceux qui ont été appréhendés dans la foulée. Mais cette fuite en avant du ministre, c'est parce qu'il y a eu un tollé sur le plan international. Ils se disent au gouvernement, s'il y a une enquête indépendante qui vient de l'extérieur, ça la fout mal. Donc il vaut mieux qu'on rattrape ça et qu'on dise, non, nous sommes en train de le faire en interne. Voilà comment les choses se présentent largement en défaveur du gouvernement. Ok, mais alors Tite, dans tout pays qui se veut démocratique, on est en train de parler de la République démocratique du Congo, la population a le droit de manifester ses prises de position. Ouais. Mais comment interpréter la férocité dont comment a été réprimée cette manifestation? Peut-on dire que le gouvernement commence à s'inquiéter? Le gouvernement ne veut pas donner aucun espace à la population. Mais comment interpréter la férocité de cette initiative des forces de l'ordre? Ça se voit, ça se sent, ça se lit que le gouvernement est en perte de vitesse avec tout ce qu'on vient d'expliquer ici. Et toutes ces initiatives lui explosent comme ça au visage. Incapable d'assumer ses responsabilités. Le gouvernement fait une projection sur l'opposition et sur tous ceux qui peuvent soutenir l'opposition. Alors, on
voit bien, c'est vrai, c'est féroce, mais c'est beaucoup plus la fébrilité du gouvernement dans ce climat où il est en train de perdre pied, oui. Tite, dans les hauts plateaux, de violents combats ont opposé les forces coalisées de la RDC avec l'EFSAM 23 et le groupe rebelle. Mais d'abord, les forces coalisées ont subi un très grand revers, quitte à se replier. Oui. Mais d'abord, comment expliquer, parce que nous observons que le gouvernement de la RDC met beaucoup d'efforts dans les solutions militaires qu'à toute autre solution, qu'elle soit politique ou diplomatique. Mais d'abord, comment expliquer tous ces revers militaires de ces forces coalisées qui comprennent les FARDC, les milices, les forces burundaises et autres? Il y a, dans la région ici, il y a un projet politique d'épuration ethnique porté par le président Tshisekedi et le président Ndayishimiye. Ce projet se manifeste par le discours de haine qui a ciblé les Tutsis. Ce projet se manifeste par, entre autres, le blocus de Minembwe. Le blocus étant caractérisé comme génocidaire. Vous asphyxiez une population ciblée, bien déterminée. Alors, à partir de ça, on peut voir les manifestations de ce projet. Il y a une alliance avérée entre Tshisekedi et Ndayishimiye qui s'explique par la présence des troupes burundaises. Avant, ils étaient au nord Kivu et maintenant, ils sont au sud Kivu. Sur le plan diplomatique, mais le refus obstiné et systématique de neutraliser les FDLR en dépit des signatures des accords et tout ça. La poursuite des opérations militaires. Chaque fois en échec. Depuis Bunagana, aujourd'hui, nous sommes à Minembwe. Évidemment, on peut parler des replis stratégiques, mais on les a comptés, les replis stratégiques. Cette obstination à perpétuer la guerre en dépit des pertes, en dépit des échecs et des déroutes, est liée à cette idéologie que partagent Tshisekedi et Ndayishimiye, est liée à ce projet d'extermination des Tutsis, et dont il devrait se méfier parce que c'est suffisamment documenté, en tout cas en grande partie par le collectif des avocats qui travaillent sous la coordination de Maître Menge. Cette violation systématique du cessez-le-feu. On va signer, mais le même jour, on bombarde. Ce refus de libérer les Tutsis congolais qui sont dans les geôles du pouvoir. Et donc, c'est comme ça que moi je vois les choses. Les opérations militaires viennent répondre à un projet politique d'extermination des Tutsis. Mais alors, Tite, peu après cet échec des forces coalisées, nous avons vu le président burundais effectuer une visite à Kinshasa. Mais selon les informations dont vous disposez, quelles étaient les principales motivations de cette visite? La visite de Ndayishimiye vient dans la foulée de la déroute à Minembwe. Les hauts plateaux, ils y ont concentré beaucoup de militaires, beaucoup de matériel, et ils voulaient en faire un totem pour le discours qu'envisageait de prononcer le président Tshisekedi le 30 juin prochain. Le 30 juin marque la date de l'indépendance de la République démocratique du Congo. 30 juin 1960. Et donc, dans ce discours où il ne peut pas faire le bilan de son action, le bilan est largement négatif, il fallait au moins
hein, se prévaloir d'une victoire militaire. Et donc, Minembwe était, en ce sens, voilà, le totem à présenter le 30 juin. Voilà, c'est raté. Mais alors, Tite, est-ce que cette coopération entre Gitega et Kinshasa Ouais. sera-t-elle impactée par tous ces revers dont subissent ces forces? Ah ben, est-ce qu'ils sont capables d'évaluer objectivement les pertes et les déroutes militaires? J'ai un gros doute sur ça. Tshisekedi aurait été bien inspiré s'il n'était pas porté par l'idéologie génocidaire, d'évaluer ce qui s'est passé à Goma il y a 1 année et demie. Janvier 2025. Il a amassé près de 40 000 hommes, dit-on. FARDC, FDLR, Wazalendo, des Burundais, des mercenaires et la SADC. Dans Goma, la petite ville, là. Il a décidé, il l'a dit pour qu'on le comprenne, que ce n'était pas la peine d'entrer au Rwanda, qu'il peut atteindre Kigali depuis Goma, où il sait qu'il a des équipements capables d'atteindre Kigali. Même si après il vient nous dire qu'on lui a donné de fausses informations. Ok. Mais l'évaluation de la prise de Goma au sommet de l'État aurait dû changer la donne, en tout cas sur le plan militaire. Soulager les FARDC qui n'ont pas le moral, qui ne sont pas payés, et tout ce que vous voulez, mettre fin à l'alliance avec la FDLR, mettre fin à l'alliance avec le Burundi, leur dire voilà, retirez vos hommes, on paye le solde et on n'en parle plus. Mais cette obsession à continuer coûte que coûte, à continuer quoi qu'il en coûte, cette guerre qu'il perd tous les jours, c'est de l'ordre, de l'idéologie et de ce projet d'extermination. Vous avez quand même un discours qui va avec, un discours de haine alimenté par le pouvoir. Vous avez une impunité garantie à tous ceux-là qui s'en prennent aux Tutsis congolais. Voilà. Mais alors, Tite, face à tout ça, est-ce que voyez-vous, selon vos observations, une possible initiative diplomatique ou politique comme solution à cette crise? Parce que je vais un peu expliquer ma question. Du côté de l'AFC M23, dans une récente déclaration, elle a remis en cause le cadre actuel de médiation. Est-ce que, selon vous, voyez-vous une solution diplomatique ou politique à cette crise? On a été très enthousiastes quand les délégations ont défilé à Doha. On a été emportés quand on a vu les États-Unis s'impliquer dans le dossier. On s'est dit, ah là, ça y est, hein, l'oncle Sam va nous déverrouiller tout ça. La déception est à la mesure de cet enthousiasme quand on entend le secrétaire d'État américain tenir un discours comme celui qu'il a tenu au Congrès. On est déçu de voir qu'avec toute la puissance américaine, il ne soit pas en mesure de réprimander Tshisekedi et tous ces manquements aux signatures, au cessez-le-feu, à toutes les promesses tenues devant les médiateurs. Donc,
qu'est-ce qu'on peut encore attendre? Parce que même Corneille Nangaa le dit, au point où on en est, en constatant la mauvaise foi de Tshisekedi, qui est attestée par les violations systématiques de tout ce qui a été signé à Doha et à Montreux. En prenant au mot le secrétaire d'État, Marco Rubio, l'AFC M23 se réserve le droit de décliner toute invitation à retourner soit à Doha, soit à Montreux, soit ailleurs. Qu'est-ce qu'on va aller redire de nouveau dans cette réunion qu'on n'a pas soumis à Doha, qu'on n'a pas signé à Doha et à Montreux? Rien. Faudra-t-il répéter tous les jours, tout le temps, que Tshisekedi est de mauvaise foi? Vous l'avez constaté par vous-même et vous n'avez rien fait. Vous blâmez plutôt une des parties. Vous faites des amalgames entre Doha et Washington. C'est lamentable. La reprise des combats ne concerne pas l'accord de Washington. Dans l'accord de Washington, que même, malheureusement, Rubio lit à l'envers. Le préalable, c'est la neutralisation des FDLR. Ensuite viendra la levée progressive des mesures défensives du Rwanda en fonction des résultats obtenus dans la neutralisation des FDLR. Dans son discours au Congrès, ça n'est pas ce qu'on a entendu pendant qu'il a piloté l'accord de Washington. La même chose sur tout ce qu'on a lu dans l'accord signé à Montreux. Boulot s'est sorti, très content, enthousiaste. Cessez le feu immédiat. Le même soir, des bombardements. On va libérer les prisonniers, les Tutsis congolais qui croupissent dans les geôles à Kinshasa. Et on se donne 10 jours pour ça. On va instaurer illico, une commission d'évaluation, de monitoring, de cessez-le-feu. 10 jours sont passés, 20 jours sont passés. Alors, l'AFC M23 a invité la Croix-Rouge pour venir faire sa part. Est-ce que Kinshasa a bougé? Non. Est-ce que la médiation s'est adressée à Kinshasa en disant « Vous êtes en train de violer l'accord signé par vous » ? Non. C'est comme si, dans le discours des autorités américaines, il y a comme ça un blanc sur les engagements du gouvernement congolais. Et tout est ouvert du côté de l'AFC M23. Et tous ceux qui peuvent avoir un lien avéré ou supposé avec l'AFC M23. Ça n'est pas ça être la qualité des médiateurs. Et donc oui, il y a de risques que la prochaine invitation, l'AFC M23 décide plutôt de rester travailler à Goma que d'aller là où on les invite. Ouais. Mais alors, Tite, d'une manière générale, avec toute cette situation qui prévaut en RDC, peut-on dire que le gouvernement congolais est aujourd'hui fait face à la fois d'une crise politique, diplomatique, sécuritaire, sociale. Et face à cette situation, peut-on envisager un éventuel
comment dire, changement politique lors des prochaines élections en RDC? La question, elle est très difficile. Le constat, il est partagé par tout le monde. La crise, elle est multiforme. Le deuxième constat, c'est cette obsession du pouvoir. D'abord, à s'enfermer dans le déni. Ensuite, à chercher un passage en force. Et après, à désigner comme ça des boucs émissaires pour se dérober de ses responsabilités. Dans les éléments qui constituent la crise en RDC, il y a ce point focal. Y aura-t-il ou non élection en 2028? Le président Tshisekedi a promis qu'il ne peut pas organiser les élections. C'est lui qui le dit. Il veut plutôt organiser un référendum pour la révision de la Constitution, oubliant qu'un référendum, c'est aussi une élection. Mais ça, c'est des aspects qui lui échappent ou dont il ne veut pas parler parce qu'il est dans le déni. La population qui attend les élections pour 2028, est-ce que vraiment, avec la polarisation qu'on voit aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de dire sur la répression sanglante, sur les prises de position de la Senko, des églises protestantes, cette polarisation va tenir pendant 2 ans. Est-ce que ça ne va pas craquer quelque part? Et on peut bien se douter que le pouvoir va continuer à réprimer, que le pouvoir va s'enfermer et qu'on ne peut pas prédire ce qui pourrait arriver. S'il y a encore de la violence sur l'opposition, s'il y a une tentative de pousser, de faire ce passage en force pour aller vers la révision de la Constitution, on est vraiment dans une zone grise où tout peut arriver. En tout cas, Tite, nous espérons que nous serons toujours ici pour continuer à analyser la situation. Parce que, visiblement, c'est une affaire à suivre. Il faut suivre ça de très près. Et espérons qu'on sera toujours ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tite. Ouais.